ça par ironie, mais en fait, c'est en voyant le documentaire très sérieux de Pardon, 10e chambre à Stade d'audience, un documentaire évidemment touchant, vrai, sincère et tout, que ça m'a donné cette idée-là, comme quoi les choses simples, vraies, peuvent accéder à un récit un peu grand guignolesque. Mais c'est vraiment en voyant ce documentaire, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande vivement, c'est de Pardon à poser sa caméra pendant 6 mois dans un tribunal correctionnel, on a des vraies tranches de vie. Et l'héroïne de ce documentaire, un des personnages principaux, c'est la juge Bernard Requin, vrai juge dans la vie, et qui dans le film fait la présidente de cour à la fin du film. Voilà. C'est un petit peu l'histoire sérieuse de ce film. Voilà. Bonsoir. Dites-moi juste où vous êtes. Je suis par ici. D'accord. Zegari Mustafa, je suis rentré ici avec du bagou. Non, je voulais juste savoir, est-ce que vous vouliez dénoncer indirectement, comment ça s'appelle, le manque et puis c'est tout. Bon, là, on comprend pourquoi ils font de l'informatique. Très beau film. En fait, je bégaye face à vous, je perds mes mots, en fait, je suis désolé. Très bien. Bon. Parlez pas votre sang-froid, c'est essentiel. Du coup, je ne me rappelle même plus quelle était la question. C'est quelqu'un qui parle le même dialecte que moi. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? J'en sais rien. Voilà. J'ai perdu le fil de la conversation, excusez-moi. En voyant le film, je ne sais pas, répétez la question si vous voulez. En fait, pourquoi 9 mois de ferme? Est-ce que vous vouliez dénoncer quelque chose indirectement? La justice n'a pas besoin de moi pour être ridicule. Voilà. Donc c'est pas du tout une intention de parler de la justice, ou en son manquant, ou des médias, etc. C'est des petits clins d'œil qui sont anodins. Ce que je voulais, c'était vraiment sérieusement faire une histoire d'amour improbable entre une juge et son jugé, tout simplement. Très réussi. Voilà, ça c'est gentil à vous. Mais en tout cas, ça part de ça. Tous mes films, j'essaie de faire rencontrer des gens qui ont a priori une probabilité de rencontre très faible. Et je trouve qu'on est tous un petit peu perdus dans l'existence. On naît, on vit, on meurt sans vraiment savoir pourquoi. Et plus je vieillis, plus je vois un peu cette récurrence chez tous les gens que je croise. Et dans ce documentaire, encore une fois, de Pardon, j'ai trouvé les magistrats largement aussi perdus que les accusés. Et quand j'ai moi-même été dans un tribunal pour un excès de vitesse, j'ai passé une journée en fait à être assez fasciné entre des faits divers sans aucun intérêt qui étaient exprimés et les pauvres magistrats qui passaient leur vie à écouter ça. Moi, je ne sais pas si après, lequel était plus en prison en fait. Est-ce que c'était le gars qui venait ou c'était le magistrat qui, sa prison, c'était un tribunal, mais quelque part il passe sa vie à entendre des choses assez insignifiantes et sans grand intérêt, et des fois très tristes d'ailleurs. Voilà, donc c'est de ce constat-là, cette femme, elle se raconte un peu sa vie. C'est pour ça qu'il y a un début dans le film très scolaire, avec une voix off, avec une Sandrine qui regarde les caméras frontalement. Et je voulais faire un truc très sobre et très sommaire. Voilà, Et donc elle raconte sa vie, elle se ment. Elle dit mon père est parti, c'était un lâche, tous les hommes sont des lâches, l'homme est un irresponsable, comme ça qu'on s'occupe de lui. Voilà, elle se raconte un peu qu'elle est un peu la justice, vous voyez. Et c'est ce pseudo-taré débile qui va la révéler elle-même. Voilà, c'était le sens en tout cas de l'écriture du scénario. Voilà. Oui. Bonsoir. Déjà, est-ce que vous entendez? Je vais répéter la question. Si je comprends ce coup-ci. Merci beaucoup, bonsoir. Petite question concernant le scénario du film, justement. Combien de temps avez-vous mis pour le réaliser, enfin pour l'écrire? J'étais assez laborieux sur celui-là, c'est pas toujours le cas, mais j'ai mis à peu près 18 mois entre le tout début et puis les réécritures multiples qui ont suivi, puisque quand on a changé le casting et tout, j'ai à chaque fois renouvelé. J'ai beaucoup de mal en fait, à l'écrire, parce que pour des raisons personnelles. Il a fallu que je m'enferme dans une chambre en Espagne au mois de décembre 2010, en me jurant que je ne sortirais qu'avec un scénario, ce que j'ai fini par faire. Et voilà, alors, en général, j'ai mis beaucoup de notes sur des cahiers, donc j'avais 2 cahiers qui étaient remplis de dialogues et qui sont plus ou moins dans le film, des références, etc. Et puis après, tout ça, je ne pouvais ne plus travailler, parce qu'en fait, j'avais très peur de travailler, je pense, grosse paresse. Et donc, ça a été assez laborieux, et puis une fois que ça a été fait, j'ai changé l'écriture petit à petit en fonction du décor qu'on trouvait, des acteurs très importants. Je suis arrivé à Sandrine tardivement, en fait, dans le casting, et tout ça, ça a un petit peu changé l'écriture. Mais je pense que normalement, en étant un peu moins paresseux, ça peut être 1 an. Bon, pendant ce temps-là, vous me direz, Woody Allen fait 3 films. Chacun fait ce qu'il peut. Et donc là, ça a été un petit peu laborieux, l'écriture. Merci beaucoup. Bonsoir. Je voulais savoir comment vous en êtes pris à Sandrine Kiberlin. Alors Sandrine, c'est un heureux accident en fait, parce que j'avais voulu faire le film en anglais au départ. Terry Gilliam, que peut-être les cinéphiles d'entre vous m'ont reconnu dans le rôle de Charles Winston, The Famous Man Eater, m'avait dit il y a longtemps, un échec en anglais voyage plus qu'un succès en français.
malheureusement, il a raison. C'est le drame de notre culture qui est en train de disparaître. Donc, ils ont beaucoup biberonné en fait, au cinéma indépendant américain dans les années fin 80, début 90. Ça fait plusieurs films qui essayent de faire des productions françaises, mais en anglais. Voilà. Donc, j'avais commencé avec une actrice anglaise, Emma Thompson, pour ne pas la nommer. On avait commencé à travailler. Et puis la production s'est révélée plus compliquée, on avait des problèmes de sous, j'étais pas certain de garder les prérogatives qui sont les miennes, à savoir la liberté totale sur le montage, j'y tiens énormément. Et donc je suis revenu en France, et là j'ai sollicité des actrices de grand talent, mais je ne trouvais pas ce que je voulais. Voilà, c'était assez bizarre, et j'en ai fini par douter très fortement de la validité intellectuelle de ce personnage, en me disant c'est une construction d'esprit qui t'arrange, mais en fait ça n'existe pas. Et j'ai laissé tomber le projet en mai 2012, et entre-temps Sandrine avait lu le scénario via, je pense, un agent. Et elle a fait savoir à la productrice qu'elle voulait qu'on se rencontre. J'ai vu Sandrine, je lui ai demandé beaucoup d'insolence, est-ce que tu ferais des essais? Elle m'a dit oui, beaucoup d'humilité, ce qui était assez souvent très bon signe. Et dans les essais, j'ai fait la scène de l'auto-jugement du ventre, où elle pointe un doigt vengeur sur son ventre, qui pour moi est la scène la plus violente du film, quand quelqu'un arrive à se nier à ce point-là, et quand on est juge en plus, à utiliser la procédure d'un tribunal pour quelque part vouloir tuer son enfant. C'était, voilà. Et donc j'ai fait faire ça. Et puis il y a également la scène, qui est plus de comédie, où elle accuse ce pauvre Bob Dylan de tous les faits divers depuis 10 ans. Voilà. Et dans les deux cas, il a fallu que je la filme pour m'en rendre compte, mais tout ce qui est Sandrine, au-delà de son talent d'actrice, il y a un truc qui ressort, qui est une humanité, une tendresse, une compassion. Voilà, quand elle s'énerve, on ne l'en veut pas. Quand elle est sur son bureau, on a envie de l'aider, etc. Et c'est il a fallu que je le filme pour m'en rendre compte, ce qui en dit long sur mon intuition de casting directeur. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à Sandrine. Aujourd'hui, je n'arrive pas à imaginer quelqu'un d'autre dans le rôle, ce qui prouve que ce rôle-là l'attendait. Voilà. Merci. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, bravo, c'est un très bon film que vous avez réalisé sur mon côté d'ailleurs. La récurrence dans tous vos films, c'est vous. Comment, justement, pour continuer sur le casting, est-ce que vous dites ça, ce rôle, je vais le jouer? Alors, quand je voulais faire film en anglais, j'avais sollicité déjà des acteurs anglophones, Erwan McGregor par exemple, que j'aime beaucoup, et puis après le scénario, ça ne l'intéressait pas. Bref. Et donc, c'était pas du tout une obligation. Quand je reviens en France, je redécouvre un artisanat bio dans lequel j'ai fait mes films. Et à défaut d'être une plus-value artistique, c'est sûr, je suis une plus-value budgétaire, parce que je participe très largement et gracieusement des films. Et en plus, c'est un personnage, c'est une marionnette que je manipule depuis le spectacle, que j'aime bien, qui est assez spontané, qui me permet bien d'asseoir ma démonstration, entre guillemets, de raconter mon histoire. C'est un cousin Germain Berny, mais c'est assez facile. Donc j'écris pas du tout pour me donner un rôle, mais il est pratique. Voilà, donc c'est pour ça, c'est aussi bête que ça. Alors en plus, je me suis rendu compte, à la fois sur Le Vilain et sur ce film, que le fait de jouer avec les actrices, c'était quelque chose qui me rapprochait beaucoup d'elles. Je pense que j'ai gagné l'estime de Catherine Fro en irritant avec elle devant la caméra, parce que des fois c'est un peu laborieux. Et j'ai gagné la complicité de Sandrine en faisant le jeu. Donc je tiens plus de mes acteurs en participant. C'est autre chose qu'un mec didactique derrière son combo qui dit ce qu'il faut faire. J'essayais de faire avec eux, des fois je me plantais, donc ça me rapprochait beaucoup d'elles. Voilà, c'est un peu la raison. Mais c'est évident que tôt ou tard, la nature obligera à la fois à être uniquement d'un seul côté. Et puis j'en ai envie de toute façon. Mais aujourd'hui, le fait, quand je disais en rigolant, c'est une plus-value budgétaire, c'est vrai, c'est que c'est un film avec un budget au-delà du raisonnable. Et si demain j'avais des acteurs que j'aime beaucoup, comme un acteur français qu'on voit dans le film que j'aime beaucoup, et ça mettrait une pression commerciale sur le film que j'ai pas envie d'avoir, que je trouve assez trivial. Donc même si on aimerait faire des entrées, c'est évident, mais c'est pas non plus destiné à être un blockbuster national. Voilà. Donc c'est pour toutes ces raisons que j'endosse ces oripeaux de Guignol. Vous avez un projet avec Dujardin, c'est ça? En théorie, oui, mais il faut déjà que. Oui, c'est un acteur que j'aime beaucoup, c'est comme Paul Vent, c'est un mec que j'aime beaucoup, donc tôt ou tard, j'aimerais bien faire un truc avec eux. Mais il faut trouver, voilà, il faut être plus précis que ça, en fait. Voilà. Oui. Bonjour. Alors, j'ai adoré. Ouf. Et en fait, je me demandais de quelle manière vous vous inspirez des gens que vous rencontrez, que vous connaissez pour créer vos personnages, parce qu'il y a quand même une question assez forte autour de la paternité, de la maternité, de la légitimité à devenir parent. Et puis ça dépend aussi un portrait très typique de la femme carriériste moderne qui finalement n'a pas confiance en l'homme et l'homme qui n'a pas confiance en sa mère et la fille qui n'a pas confiance en son père, etc. Je me demandais voilà, juste de quelle manière vous en êtes venu à cette réflexion-là au-delà de l'histoire d'amour, d'une histoire d'amour un peu improbable et comment vous venez à construire ces personnages-là? C'est assez intuitif en fait, il n'y a pas d'analyse précise de psychologie. Moi j'aime pas trop la psychologie dans mes films, quand je suis acteur j'essaie d'en faire le moins possible. C'est assez intuitif. Je pense qu'on est tous le fruit d'une éducation qui, aussi parfaite qu'elle ait voulu être, n'est pas parfaite. On est tous dans le doute, on est tous dans voilà, il suffit de chercher de croquer un peu les gens qu'on voit
Moi, je décèle assez facilement chez les gens les mêmes doutes que j'ai en moi. On voit toujours chez les autres ce qu'on doute chez soi. C'est une phrase de Balzac, et là, c'est juste. Et c'est assez pratique. Donc, plus je vieillis, plus je vois des gens autour de moi, et je me dis, bah voilà, c'est évident qu'il a peur de ça, ou qu'il a envie de ça, etc. Donc, je les croise, ces gens. C'est un cumul de tous ces gens que j'ai pu croiser depuis que je me rends compte des autres. Voilà, c'est aussi bête. Il n'y a pas d'analyse psychologique. J'aime pas trop en faire, en fait. Donc, par contre, les clowneries ou les excès des personnages, c'est des choses qui sont des fois qu'on trouve dans la réalité. Dans le documentaire de Pardon, il y a un avocat qui commence à plaidoyer en disant mon client comparaît aujourd'hui devant vous, madame la juge, pour avoir tapé sa femme. Bon, on a tous tapé sur nos femmes. Il commence comme ça, le mec. Donc, à partir de vous voyez ça, c'est un truc vrai. Préfère un avocat bègue, pourquoi pas, il est très légitime, même si c'est un cadeau empoisonné de directeur. Et ainsi de suite. Vous voyez, imaginez le pire ou la clownerie de quelqu'un, des fois on le trouve dans la réalité. Vous voyez, j'ai vu dans les bandeaux, pendant que j'écrivais justement les petits bandeaux des spots télé, peut-être que vous n'avez pas tout vu, mais il y a des blagues que je trouve plutôt marrantes marquées en dessous. Et il y avait à iTélé, le jour où je travaillais là-dessus, ou quelques jours avant, il y avait un bandeau qui est apparu, le pape François est décidé à sévir contre la pédophilie au Vatican, c'est quand même comique. Il n'a pas dit qu'il allait interdire, il allait sévir. Il y a il met ça comme une information très importante. Voilà, il ne va pas sévir, attention, amis pédophiles, attention, ça ne peut plus durer. Et vous avez ce truc-là qui passe, c'est trop grotesque, à la fois inutile, enfin oui, on appelle ça de l'infobésité. Je trouve ça assez rigolo parce qu'effectivement les écrans de télé sont surchargés en infos, toutes plus inutiles les unes que les autres, mais qui sont souvent très alarmistes, pour ne pas dire alarmantes. Donc voilà, tout ça s'inscrit, ces observations-là sont assez faciles à faire. Mais la psychologie des personnages, c'est plus un truc intuitif qu'un truc froid et raisonné. Voilà. Du coup, j'appuie pour une deuxième question. Tu me demandais par rapport à tous les gags qu'il y a eu dans le film, comment est-ce que c'est en fait des choses qui vous font rire à la base et vous décidez de l'injecter dans le scénario, ou est-ce que comment est-ce que vous c'est d'abord une histoire très sérieuse, très très noire. L'histoire, si on est à plat, l'histoire n'est pas drôle. C'est une femme qui apprend qu'elle est enceinte d'un monstre. On ne peut pas dire que ce soit vraiment ce qu'on appelle un sujet de comédie au sens traditionnel du terme. Donc c'est un sujet très noir, et je passe beaucoup de temps à rendre au moins cette histoire crédible et à connecter les personnages les uns avec les autres. Et puis après, au moment de préciser ce que mes intentions, l'idée, c'est quand même malgré tout d'essayer de distraire les gens. Voilà. Alors, est-ce que c'est de la séduction sociale? Est-ce que c'est une vraie envie profonde? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les seules références que moi j'ai dans le cinéma, c'est le classique pour moi, c'est Chaplin. Les histoires de Chaplin sont terribles et la façon dont il les raconte sont extrêmement altruistes. Pense à nous quand même. On peut faire des films d'auteurs magnifiques, de Pardon, Ken Loach, il y a plein de gens qui font des choses comme ça. Mais il y a aussi une façon de dire, je vais vous raconter, on a compris, vous avez compris, c'est pas drôle, mais malgré tout, je vais vous raconter, je vais essayer de vous distraire avec ça. Donc ça se passait dans 2 temps. Et après, il y a les acteurs qui arrivent, il y a les répétitions, il y a le découpage du film très important, où souvent le film se met avec des tas de couleurs différentes. Et puis après, même en cours de montage, des fois je fais des retakes pour accentuer encore la comédie qui je trouve pas assez efficace. Voilà, c'est tout un petit processus qui se met en place, mais je commence pas le scénario en disant trouvons une scène où il se prend une statue sur la tête ou un coup de club. Ça vient beaucoup tardivement. Et à un moment donné, pour résoudre le petit problème narratif, il dit voilà, en fait, il s'énerve, la statue lui tombe dessus, ça peut, en tout cas moi ça me fait marrer. On verra avec les gens. C'est aussi bête que ça. Bonsoir. Bonsoir. Merci aussi pour ce film qui est amusant et profond, mélange des deux. Sur un tout autre sujet, je voulais savoir comment s'est passé le tournage au Palais de Justice. Je crois que vous avez pu tourner au Palais de Justice. Oui, très très bien. Toutes les scènes. Non, c'était compliqué d'obtenir l'autorisation. Il a fallu faire lire le scénario, faire les dossiers, c'était compliqué. Mais on a pu tourner la scène du réveillon dans le hall Verlet, c'est pendant 2 nuits, voilà, qui est une architecture gothique, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous conseille de ne pas connaître d'ailleurs, parce que je dis c'est rarement pour une visite de musée. Donc c'est une architecture gothique et c'est l'ancien palais de Saint-Louis. Donc le paradoxe que j'étais en repérage, c'est la beauté des lieux et toutes les tragédies qui s'y déroulent au quotidien. C'est un truc qui j'étais un peu gêné d'être là pour un film en fait, qui est assez mineur par rapport à ce qui s'y passe. Donc il y avait le hall Verlet, grand hall donc gothique, on a fait la nuit du réveillon des avocats et des magistrats. On a fait le couloir des instructions, ça c'était un lieu qui était assez sensible, donc en gros les magistrats pouvaient passer quand ils voulaient, il fallait qu'on interrompe la prise, donc c'est à nous de jongler. Le couloir c'est quand l'avocat commence à se présenter dans le film et puis il explique que la juge est terrible, quand elle sort dans sa robe rouge, ça c'est des choses qu'on a fait dans le vrai couloir des instructions du palais de justice, et c'est tout près de la cellule antiterroriste, du parquet antiterroriste, donc c'est un lieu très très sensible, voilà. Et on a eu la chance de faire ça. Et on a fait quelques extérieurs, mais tout le reste, la morgue, les bureaux du juge de Bernard, le bureau de Sandrine, de la juge Felder, tout ça, ça a été fait dans un hôtel particulier de Paris qui était désaffecté, qu'on a réinvesti pour le tournage. Dans ce même décor, on a fait 13 scènes, enfin 13 décors différents. Voilà, donc, mais en tout cas, ils ont été extrêmement accueillants avec nous. On a même fait un truc avec le plan séquence d'ouverture, en fait, il y a des choses qui étaient, enfin je ne peux pas le raconter. Enfin, on a
tribunaux de la justice. Ouais. Merci. Ouais. Oui. J'ai pas de questions. Il n'y a pas de question. J'ai pas de questions. Je voulais juste vous remercier. Et il y a une scène qui m'a particulièrement plu, c'est la scène où celui qui va à la mer en train de rêver en se dans le ventre et le bébé émerge à travers une espèce d'image solaire, une espèce d'aurore comme ça, boréale au soleil. Et je trouve ça, c'est des images les plus belles du film. Et cet après-midi, je suis en train de regarder une vidéo sur le cinéma et il y a quelqu'un qui disait que le cinéma, c'est vraiment la façon de créer du rêve et d'élaborer les images rêvées. Et c'est exactement ce que j'avais vu, ce qu'on a fait cette image de bébé un peu spatial, je sais pas comment dire ça. Et c'est une espèce d'intuition que j'avais, mais là, pour la fois, je l'ai vu réalisé par quelqu'un et de façon très fastueuse. Et donc, merci. L'idée de ce plan, en fait, c'était de dire comment montrer que le temps, on passe de 6 mois à 9 mois. Voilà, donc le bébé au début de la rotation, il a 6 mois, et puis après on passe, il a 9 mois. Et puis il y avait un fond de lumière particulier sur la prise de plateau, donc j'ai réduit l'image de Sandrine dans l'éclairage du plateau à une petite étincelle d'étoile. Et après en reculant, effectivement, c'est également ce qu'on peut voir à travers un bébé dans un liquide hypnotique, mais c'est aussi une évocation, vous l'avez compris, de l'univers, l'astuce est belle. Mais, puis il y a peut-être certainement inconsciemment une référence à Kubrick, tous les gens qui ont fait ça. Enfin, bref, donc, mais au départ, c'est pour montrer le temps qui passe. Enfin, c'est une petite ellipse. Ouais. Rebonsoir, moi je voulais savoir quelle était la part d'improvisation, s'il y en avait dans le film, ou est-ce que le scénario est très écrit et les dialogues sont vraiment suivis à la lettre, ou est-ce qu'il y a un peu Il y a eu une seule scène improvisée, en fait, c'était la scène autour du perso, le choix des prénoms. Pendant longtemps, j'ai été à laisser dans le film cette scène, parce qu'elle était tellement improvisée que je trouvais qu'elle n'avait pas l'architecture du film. Et après tout, après la rencontrer à plusieurs reprises, les gens l'acceptent volontiers, parce que c'est la fin du film et qu'ils veulent s'en aller peut-être. Et en fait, tout est très écrit, mais je fais des répétitions avant et j'encourage les acteurs à changer le plus possible les dialogues s'ils le souhaitent, parce que des fois, ce que moi je trouve drôle dans leur bouche, c'est plus drôle. Ils ont des meilleures solutions. Donc on répète. Sandrine était une actrice très fidèle au texte, elle y tenait. Nicolas Marié, c'était Maître Trollos, donc c'était un peu fou, il a fallu cadrer par rapport à ce qu'il faisait. Et ce qui est amusant dans le cadre de la plaidoirie Maître Trollos, c'est quand il évoque les anthropophages en Nouvelle-Guinée. En fait, c'est un truc vrai, c'est un truc qui existe dans un bouquin qui s'appelle de l'inégalité parmi les sociétés de Jared Diamond, qui est un ethnologue très connu. Et effectivement, dans les années 50, ils ont découvert qu'en Nouvelle-Guinée, les gens qui étaient dans les montagnes étaient cannibales et pas ceux qui étaient sur le bord des plages, parce qu'il y a un manque de protéines. Voilà. Donc ça me faisait rigoler, parce qu'on a toujours le secret espoir d'éduquer les masses, on se dit. Et donc, Nicolas faisait ça, raconte des histoires vraies en fait, mais c'est peut-être pas le moment de la plaidoirie pour s'appuyer là-dessus. Et puis, donc ça, lui, là, il a beaucoup travaillé, puis après, il s'est réapproprié le personnage. Globalement, ils sont tous fidèles à un texte précis. Il y a beaucoup de scènes aussi qui disparaissent au montage. Il y avait une phrase que j'aimais bien chez Philippe Duquel, le médecin légiste, qui s'appelle le Dr Toulat, puisqu'au début ça devait être en anglais, donc j'ai appelé le Dr Toulet. C'est bon, pour un médecin légiste, ça me fait rigoler. Et donc, il commençait dans sa phrase avec Sandrine, le dialogue durait plus longtemps. Et il disait, mais vous pouvez m'en dire un peu plus, pourquoi vous voulez cet ADN par le biais de l'ordinateur et tout. Et elle disait, c'est une histoire politique. Parce qu'on sentait que le mec était très concerné par la politique. C'est pour ça qu'il y a une photo de Che Guevara dans la salle d'autopsie. C'est un vieux rebelle, en fait. Et il dit, ah, c'est toujours pareil, des puissants qui peuvent bloquer l'enquête. Et elle disait, voilà. Et là, il y avait cette phrase assez énigmatique, il disait, la société, c'est l'inverse de la montagne, plus on monte, plus ça pue. Voilà, ça me faisait beaucoup rigoler. C'était que pour nous. Mais ça, au montage, ça a disparu, parce que ça ralentissait petit à petit le film, dès qu'il commence à gagner en intérêt, en fait, ce qui arrive à sembler le plus important que tout le reste. Donc toutes ces petites répliques qui m'amusaient beaucoup à l'écriture ont disparu. Voilà, il y en a plein comme ça. Bonsoir. Bonsoir. Bon, j'ai une question, vous n'aurez pas forcément de réponse. En fait, pendant le film, il y a beaucoup de moments où je trouve que vous arrivez très bien à capter ces moments de gêne de la vie de tous les jours, qui peuvent être très simples, mais qui mettent extrêmement mal à l'aise. Je pense par exemple au moment où le juge est très très lourd, il la drague et finit par chanter carrément dans l'escalier en bas, il continue, il ne s'arrête jamais. Il y a quelque chose de très... C'est très gênant et on finit par rigoler, mais il y a quand même vraiment ce moment très fort de gêne. Il y a aussi ce moment où vous êtes devant la porte, vous allez partir et vous avez compris, donc vous avez vu que vous étiez le père de l'enfant, enfin le personnage. Et il y a pareil, vous êtes devant la porte, vous voulez partir, en même temps vous ne savez pas trop. Il y a quelque chose de... C'est incroyablement bien capté et je voulais savoir comment... Bon, vous dirigez pas vraiment, mais... Comment est-ce que vous dirigez ce genre de scène?
Très simplement, elles sont très écrites, donc moi j'ai une idée précise de ce que je veux faire par rapport à ça. Donc elles sont très écrites. Ah oui, il est clair que voilà, même en ligne d'escalier, il y a marqué moment de jeûne entre les deux, il y a même un plan qui est un peu vicieux, entre guillemets, c'est qu'on croit qu'il va l'embrasser à un moment donné, puis en fait c'est juste pour écouter la porte, donc c'est pas innocent, hein, c'est fait exprès. Voilà, ces deux inhibés, en fait, qui en tout cas sur le plan affectif, ils ont beaucoup de mal à communiquer, donc pour moi la scène était claire, finalement en répétition, c'est passé comme lettre à la poste. On a trouvé tout de suite cette scène, et puis c'est passé très bien. C'est quelque chose de très simple dans l'écriture. Oui, c'est simple à écrire, c'est vraiment pas difficile. Par contre, après, il faut bien savoir pourquoi cette scène elle est là. Donc, quand moi, le jour où on fait la scène, en répétition, je cherche ce sentiment. Quoi. Avec Sandrine, il n'y a pas de souci. Donc, à partir du moment où on sait ce qu'on cherche, on finit par trouver. Des fois, on ne sait pas ce qu'on cherche. Alors, c'est sur des errances intellectuelles comme ça qui ont plusieurs choses sur le plateau. Merci. Bon, écoutez, non, une fois. Moi, je vais vous laisser repartir à vos claviers. Voilà. Bonne soirée. Merci beaucoup.